Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, une raffinerie d'or du Rwanda accusée de faire transiter des minerais de l'Est du Congo pour financer les rebelles du M23. La mine a été sanctionnée par l'Europe et les États-Unis. Nous irons sur place dans cette édition. Nous irons également au Togo où la réforme constitutionnelle du pays qui avait été adoptée il y a 2 ans avait fait l'objet de beaucoup de polémiques, a été jugée illégale par la Cour de justice de la CEDEAO. Explication à suivre. Et notre focus de ce vendredi soir s'intéresse à une autre manière de faire vivre la littérature africaine. Longtemps cantonnée à des cercles spécialisés, les voix du continent et de la diaspora gagnent aujourd'hui en visibilité grâce à de nouveaux passeurs. Et parmi eux, Réassi Ouabanzi, critique littéraire congolais connu sous le nom de Lareus Gangeus, après avoir fait l'un des blogs de référence sur les littératures africaines francophones, il lance aujourd'hui la 2e édition de Rive Noire Littérature, un festival parisien qui veut faire dialoguer auteurs, lecteurs et diaspora. Il est notre invité ce soir. L'administration Trump emboîte le pas à l'Europe et en sanctionnant Gazabo Gold, l'unique raffinerie d'or du Rwanda accusée de faire transiter des minerais du conflit depuis l'Est du Congo pour financer le M23. Selon Washington, les rebelles qui occupent depuis plus d'1 an les 2 plus grandes villes de la région achemineraient de l'or vers Kigali avec le concours direct de l'armée rwandaise. Les détails avec notre correspondante Aurore Bayou. Les États-Unis ne laisseront pas des groupes hors la loi tirer profit du commerce illicite de minerais et déstabiliser la région, a déclaré le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent. Gazabo Gold, une raffinerie d'or basée à Kigali, est accusée par les États-Unis de faire transiter clandestinement des minerais de conflit depuis l'est de la République démocratique du Congo pour financer le groupe rebelle M23. Concrètement, le président de la société, Jean-Malik Kalima, son directeur général et 3 sociétés minières rwandaises liées à Kalima sont visées. Leurs avoirs américains sont gelés et toute transaction avec eux constitue désormais un délit fédéral aux États-Unis. Selon Washington, l'or extrait dans des zones sous contrôle du M23 au sud Kivu serait transporté sous escorte de l'armée rwandaise jusqu'à Rusizi, à la frontière, puis acheminé vers Kigali. De là, il partirait vers les grands pays de raffinage, notamment la Chine. Début 2026, au moins 60 kilos d'or auraient transité par ce circuit pour plusieurs millions de dollars. Ce n'est pas une première. L'Union européenne avait déjà sanctionné Gazabo Gold en mars 2025 pour des faits quasi identiques. Et selon le FMI, le Rwanda était en passe d'exporter plus de 2 milliards de dollars d'or l'an dernier, avant ces sanctions européennes. Direction le Togo où un arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO datant de la fin janvier mais rendu public seulement le 25 juin juge illégale la réforme constitutionnelle du pays adoptée il y a 2 ans, une réforme qui avait instauré un régime parlementaire et supprimé l'élection du président de la République au suffrage universel. Clémence Valère. Un changement anticonstitutionnel de gouvernement. C'est ainsi que la Cour de justice de la CEDEAO qualifie la réforme constitutionnelle togolaise de 2024. Dans son arrêt, elle estime que Lomé a violé l'article 23 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. La Cour observe que la réforme constitutionnelle a été adoptée quelques semaines seulement avant les élections législatives, initialement prévues pour le 20 avril 2024, mais reportées par la suite au 29 avril 2024. Ce qui soulève des questions quant à la légitimité du processus et à la représentativité de l'Assemblée. Selon les magistrats, l'objectif premier de la réforme était de contourner les limites du mandat présidentiel fixé par l'ancienne Constitution et de permettre au président sortant de conserver le pouvoir. La réforme, adoptée par l'Assemblée nationale le 19 avril 2024, fait basculer le pays d'un régime présidentiel à un régime parlementaire et supprime l'élection présidentielle au suffrage universel direct. Le président Faure Gnassingbé a ainsi pu conserver le pouvoir exécutif en devenant président du Conseil. Si la décision de la Cour de justice de la CEDEAO n'est pas contraignante, plusieurs partis d'opposition et organisations de défense des droits humains y voient une victoire symbolique. Cette décision commande maintenant à tous les Togolais, jeunes de la diaspora comme de l'intérieur, de se mobiliser dans les mois à venir pour un retour à l'ordre constitutionnel ou pour recréer un ordre constitutionnel consensuel
nouveau. Et c'est pour cela que nous réclamons une transition. Pour l'heure, le gouvernement togolais n'a pas réagi officiellement. Et cette information qui vient de nous parvenir, le Burkina Faso a annoncé avoir rompu ses relations diplomatiques avec la France au motif que Paris n'a pas tenu ses engagements de respect mutuel et de non-interférence, a déclaré vendredi le ministre de la Coopération Gilbert Ouedraogo à la télévision d'État. Pour rappel, les relations entre Ouagadougou et Paris se sont dégradées depuis l'arrivée au pouvoir de l'armée à la faveur d'un coup d'État. C'était en 2022. On passe au mondial de football qui se poursuit, vous le savez, aux États-Unis, et la Côte d'Ivoire qui écrit une nouvelle page de son histoire. Grâce à sa victoire 2-0 face à Curaçao, les éléphants décrochent pour la première fois leur qualification pour une phase d'élimination directe de la Coupe du Monde. Malgré l'heure tardive de la rencontre, les supporters ivoiriens sont restés mobilisés pour vivre cet exploit. Makamara a suivi l'ambiance à Abidjan. Nous sommes qualifiés pour la première fois, donc aujourd'hui c'est un bon jour. En ce moment, le match, il se joue tard ici. Donc, pour nous qui allons au travail le matin, c'est un peu difficile. Mais comme c'est le pays, comme c'est la Côte d'Ivoire, on doit se réveiller très tôt. Le premier match, on a joué ici à 1h du matin. On était là, on a fait la victoire. Aujourd'hui, on a joué à 22h. Mais au final, nous sommes contents quand nous sommes qualifiés. Et par ailleurs, le Sénégal affronte l'Irak ce vendredi à Toronto. Les Lions de la Teranga jouent leur avenir et doivent s'imposer après les 2 défaites pour espérer finir à la 3e place du groupe I et rêver à une place en 16e de finale. Les résultats, évidemment, sont à suivre. On passe à notre page culture de ce vendredi soir. Et depuis près de 20 ans, il lit, chronique et défend les littératures africaines et afrodescendantes à une époque où ses ouvrages étaient peu visibles dans les médias. Réassi Ouabanzi a créé le blog Chez Gangeus, devenu une référence pour de nombreux lecteurs et écrivains. Aujourd'hui, son engagement se poursuit avec Rive Noire Littérature, un festival qui réunit à Paris les auteurs venus d'Afrique, des Caraïbes, des États-Unis et des diasporas. Réassi Ouabanzi, bienvenue dans votre Journal de l'Afrique. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci pour l'invitation. Alors, pendant longtemps, les littératures africaines francophones étaient peu couvertes dans les médias généralistes. Vous avez lancé Chez Gangeus en 2007. Vous allez fêter vos 19 ans. Est-ce que vous avez l'impression que la bataille de la visibilité a, on va dire, progressé ? Pour ne pas dire a été gagnée. Non, c'est compliqué. C'est compliqué parce que il y a eu une certaine évolution sur ces 20 dernières années. Et puis, il y a des phénomènes de crispation actuellement qui font que il va falloir se battre encore plus pour pouvoir porter ces discours portés par nos écrivains d'Afrique, mais aussi des océans Indiens et des Caraïbes. Donc, absolument. Votre blog est devenu, entre-temps, une émission, puis aujourd'hui un festival. Pourquoi est-ce qu'il est important de sortir du numérique pour aller en physique ? Alors, c'est vrai que de manière générale, il est important que les gens se saisissent du livre, les gens rencontrent les écrivains. Il faut amener les écrivains déjà au niveau de leur écran, des espaces où ils peuvent au moins les entendre, et ensuite de leur donner la possibilité de les rencontrer et échanger avec eux. Donc, c'est un processus qui s'est construit comme ça, au fil des rencontres. Quand j'ai rencontré Guy Padja, par exemple, sur les lectures de Gangeus, on a monté l'émission et on a eu cette liberté de construire quelque chose, une émission de 52 minutes, chaque fois avec un écrivain. Là, c'est le prolongement, quelque part, puisque ce sont les écrivains de la saison littéraire des lectures de Gangeus, donc cette émission, qu'on reçoit sur une journée pour partager autour de leurs textes. On trouve des thèmes qui peuvent, à partir desquels on peut monter des tables rondes. On a un espace presse aussi. Et l'idée, c'est d'amener à la fois des lecteurs passionnés, des gens qui ne connaissent pas forcément les textes, mais aussi amener d'autres influenceurs et journalistes à découvrir ces auteurs. Alors, le thème de cette deuxième édition, c'est par-delà les océans, une littérature, point d'interrogation. Derrière cette formule, il y a une question forte. Existe-t-il aujourd'hui
on va dire, une véritable communauté littéraire entre l'Afrique, les Caraïbes, l'Amérique, etc. Est-ce que ça existe? Alors, c'est vraiment la question qu'on va se poser, parce que, justement, il y a des questions que, au travers de la littérature, justement, les écrivains se posent entre eux et posent aux différentes communautés. On va avoir, par exemple, une table ronde sur les échanges entre Haïti et l'Afrique, découvrir comment des enseignants, des intellectuels... Avec Philomé Robert, d'ailleurs, notre confrère qu'on embrasse de France 24, qui exactement. Présente la matinale le week-end. Et on va essayer de mettre ça en perspective, par exemple, avec un historien du panafricanisme qui va nous permettre de voir comment, en fait, ces échanges se sont faits, mais souvent ont été tus. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir mettre tout ça en exergue et avec la possibilité de débattre. Alors, votre programmation mêle des écrivains confirmés, on l'a vu, Jake Lamar, Gaston Paul-Effa, et des nouvelles voix qui viennent du Comore, du Bénin, de la Réunion. Est-ce que pour vous, c'est une façon de redessiner une sorte de cartographie plus ouverte des littératures noires francophones ? Oui, je pense qu'il faut qu'on arrive à... Il faut qu'on ait la chronologie des événements, il faut qu'il y ait un échange entre générations. Quand je prends les auteurs américains qui ont accepté, ces auteurs américains qui ont accepté d'être présents, ils ont une histoire qui parle aussi de la présence africaine, mais aussi afro-américaine en France. Et il faut mettre en perspective les mêmes mouvements qu'on a avec des jeunes auteurs, qui expriment des jeunes auteurs comme Jocelyn Danga ou Toufat Moutar. C'est toujours des mouvements qui passent par Paris. Et c'est intéressant de le dire parce que Rive Noire Littérature, on se positionne pas très loin de la scène. Il s'est passé des choses dans les années 50, dans les années 40, et il se passe encore des choses. Mais qu'est-ce qui a évolué finalement ? C'est cette interrogation qu'on va essayer d'aborder. Alors, on ne peut pas vous recevoir sans vous demander forcément un conseil littérature. On en fait régulièrement d'ailleurs dans le Journal de l'Afrique. J'ai le bonheur d'en donner, d'en recevoir aussi beaucoup. Alors, l'exercice, c'est à vous, Réacide. Dites-nous, nos spectateurs qui nous regardent, qu'est-ce qu'ils peuvent lire, avec quoi ils peuvent partir cet été ? Alors, je voudrais présenter, par exemple, Romuald Gadé-Bécou, qu'on va recevoir demain au Centre Oudiné, dans le 13e arrondissement. Et ce sera en streaming. Donc, en fait, les personnes en Afrique et dans les différents espaces dont on parle pourront regarder en direct. Alors, c'est une histoire formidable, douloureuse, mais c'est l'histoire des enfants qui racontent l'histoire de leurs parents, de leur migration, de leur tentative d'intégration. Et ils passent par le conflit social qui a eu lieu avec les femmes de ménage de l'Ibis des Batignolles pour pouvoir essayer de raconter l'intime d'une femme qui essaye d'élever ses enfants en France et toute la complexité de cela. La force du roman, c'est l'écriture qui est à la fois poétique, qui a plusieurs formes d'expression. C'est un roman exceptionnel. Formidable, je suis d'accord. Deuxième roman, rapidement, né sur des pissenlits, c'est ça ? Oui, alors, que veut dire cette expression ? Surtout quand elle est exprimée par un écrivain congolais, la question que je lui ai posée quand j'ai reçu, mais il n'y a pas de pissenlit en Afrique centrale. Mais non, c'est poétique pour dire comment on est dans un espace en guerre, en fait. Et puis comment se traduit un exil d'un jeune homme angolais, d'une maman angolaise qui arrive en RDC et son enfant qui essaye de trouver sa place dans cet espace et qui finalement va partir vers un autre espace, l'Europe. Donc voilà, on voit qu'en fait les migrations, elles ne sont pas seulement orientées vers le nord. Il y a des migrations intra-africaines. Absolument. Et la littérature nous permet de parler de tout ça avec poésie, avec douleur, mais aussi avec joie, parce que Kinshasa, c'est la joie. Oui, absolument. 2 livres d'ailleurs qui vont parfaitement avec le thème de Rive Noire, littérature, les trajectoires migratoires, l'identité et la place des afro-descendants dans nos sociétés contemporaines. Merci beaucoup, Réacide, d'être venu. C'est la fin de cette édition. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde et ce soir en particulier de Kigali à Lomé en passant par Aix-en-Provence et surtout Sainte-Foy-les-Lois, c'est ça ? Voilà, Sainte-Foy-des-Lions. Voilà, c'est dans le Rhône. Moi, j'ai jamais été, donc voilà. Merci beaucoup. C'est la fin de cette édition. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Il paraît même que ça ne s'arrête jamais. Merci.